débat politique en Afrique francophone et dans la diaspora est-il parasité par les chasseurs de traîtres, les puristes de l'anti-néocolonialisme, les panafricanistes dogmatiques? C'est a priori ce que pense le journaliste et écrivain Elgas. C'est en tout cas ce que l'on peut supposer après lecture de son récent essai intitulé Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial, paru aux éditions Rive Neuve. Et le moins que l'on puisse dire est que son positionnement n'est pas le plus populaire, alors que les jeunes générations africaines vibre au son de la nouvelle indépendance et du néo-panafricanisme porté au pouvoir au Sénégal et soutenu dans la rue par les pays par la rue dans les pays de l'AES, porté au pouvoir démocratiquement au Sénégal, je voulais dire. Au moment où des militaires ont renversé justement au Mali, au Burkina, au Niger, les pouvoirs établis et se sont bruyamment éloignés de l'ancien colonisateur, j'ai voulu organiser un débat entre Elgas et Wilfried Ekanga, qui est de la même génération, mais qui n'est pas d'accord avec la thèse qu'il développe. Wilfried Ekanga est militant du MRC, le principal parti d'opposition camerounais. Il est aussi l'auteur d'un essai, Tu dois t'impliquer, récit d'une folle campagne électorale. Il s'exprime ici à titre personnel. Bonjour Elgas. Bonjour. Bonjour Wilfried. Bonjour. Alors Elgas, le titre de ton essai frappe et intrigue, les bons ressentiments. A priori, un ressentiment n'est jamais bon. Et on imagine que derrière le jeu de mots, en fait, il y a de l'ironie et que tu t'en prends aux militants panafricains radicaux qui vivent et se délectent de leurs ressentiments. Si on suit la logique de ta plume, alors peut-être que je me trompe. Pas uniquement les militants panafricains, c'est pas l'intérêt principal du livre. Le livre brosse, je crois, près de 50 ans de relations tumultueuses dans le monde intellectuel, dans le monde associatif, dans le monde des activistes. C'est tout ce processus décolonial. Donc, il se trouve que quand on met le nez là-dedans plutôt, on ne peut pas manquer justement de constater certaines choses qui sont assez problématiques et donc qui sont de l'ordre du malaise. Et donc le titre, oui, bien sûr, c'est une ironie. On joue sur une association, voilà, pas tout à fait naturelle, mais pour montrer que plus haut montent d'une certaine manière les cris de réprobation, de critique très très vives et portées parfois par cet environnement numérique et sa propension à faire prospérer comme ça les activistes, plus la réalité, elle était totalement différente des liens. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je prends quelques exemples. Par exemple, l'essentiel des critiques qui sont portées, les plus virulentes contre la France, elles sont portées par des gens qui sont très très attachés d'une certaine manière à la France et qui parfois sont sous le mentorat de la France. Je donne un exemple. L'exemple très très simple. Par exemple, vous savez, la diplomatie française, elle passe aussi par les instituts français. Les écrivains africains qui ont été des acteurs majeurs de cette querelle et qui, à travers des livres, des déclarations pendant les festivals, ainsi de suite, s'en prennent beaucoup à la colonialité, la survivance justement de l'esprit colonial. Tous ces écrivains-là survivent ou vivent dans un réseau qui est parfaitement pas francophone, français, à travers ces instituts qui deviennent, voilà, les acteurs des subventions majeures et puis ceux qui, d'une certaine manière, propulsent aussi leur carrière. Donc, il y a des contradictions. Les contradictions, on vit sous leur manteau de manière générale dans la vie, tous, mais à partir d'un certain moment, cela tombe dans quelque chose de l'ordre de la farce. La farce, hélas, tragique. On peut te répondre que les artistes français eux-mêmes vivent des subventions de l'État français et sont souvent radicalement opposés à cet État. Oui, mais bien sûr. Mais ça, évidemment, ils sont français. Ils vivent dans un système français. Ils peuvent avoir des critiques. Mais c'est-à-dire, il faut voir le contenu de la critique. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Quand je fais cet essai... Des noms, des exemples. Oh là. Alors, je donne un exemple. Tu t'es déjà fâché avec la moitié des écrivains? Continue. Non, je ne me suis pas fâché. C'est mes camarades. On se retrouve, on discute de façon tout à fait courtoise. Et je pense que nous sommes un univers intellectuel qui peut supporter parfaitement la critique. Et quand on y adjoint de la cordialité, tout se passe très bien. Je raconte une scène, par exemple. Une scène qui est très anecdotique parce que le livre parle beaucoup d'autres sujets. Je crois... Awadi, qui est le rappeur Awadi, qui est une des idoles du panafricanisme, qui en a fait aussi presque son fonds de commerce maintenant. Et il se rend à l'Institut français. Et il se rend à l'Institut français pour un concert. Les officiels français sont au premier rang. Et pendant ce concert, il les accable d'une certaine manière. Il les accable. Mais tout le monde sait les liens très, très
profond qu'Awadi entretient avec toute la diplomatie française. C'est un secret de polichinelle. Alors vous pouvez dire, oui, les artistes français, d'une certaine manière, retournent leur épée contre leur pays. Mais quand c'est une critique constructive, oui, mais quand on est dans la posture d'un fonds de commerce qui se prend les tapis dans des ressentiments, ça me paraît tout à fait problématique. Donc en fait, c'est pas le fait qu'il critique la France, c'est la nature de la critique qui te hérisse le poil. Alors Wilfried, tu as lu Elgas et tu n'es pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis militant d'un parti politique au Cameroun. Et dans le programme politique de mon parti, le MRC au Cameroun, la place accordée aux relations internationales intervient tout à la fin. Elle est marginale. C'est-à-dire, les principaux pans de notre programme politique se concentrent sur la réparation des dégâts causés par Paul Biya. Nous avons déterminé comme cause première des vicissitudes camerounaises le président actuel Paul Biya. Alors, du coup, quand on définit les néo-panafricains, si on veut, comme des gens qui ont pour fond de commerce ou alors pour point focal la critique ou la haine. Obsession. Oui, pour obsession, on parle même de haine. On a paraphrasé plusieurs auteurs dans le livre où on parle littéralement de haine viscérale ou alors d'enfermement dans un ressenti, littéralement dans une... Oui, dans des ressentiments. On parle même de xénophobie, entre autres. Quand j'entends ce discours, évidemment, je ne m'y retrouve pas, autant que je ne me retrouve pas dans le qualificatif de panafricain associé à ces éléments-là. Parce que panafricain, le concept du panafricanisme n'est pas basé sur la haine de qui que ce soit. Dans panafricain, il y a la convergence des idées africaines sur la base d'intérêts communs. L'Afrique d'abord. Et l'Afrique d'abord ne présuppose pas qu'on déteste l'autre. Au contraire, l'Afrique d'abord présuppose que les intérêts de l'Afrique sont notre préoccupation fondamentale, sans vouloir nuire à autrui. On veut amorcer avec autrui une sorte de vivre ensemble sur des bases de coopération qui arrangent les deux parties. C'est principalement ce que réclament aussi les panafricains aujourd'hui. Dans le livre Les bons ressentis, ce que j'ai déploré, c'est l'absence de factualité. C'est-à-dire, l'auteur, parfois, on a l'impression que... Tu peux lui dire tu. Oui, on a l'impression que tu écris pour t'écouter toi-même. Et ton livre pêche par le fait qu'il ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire, celui qui le lit, s'il n'a pas lu autre chose, il n'aura pas les compléments d'infos dont il aura besoin. On dit souvent « à beau mentir qui vient de loin », on va dire « à beau subir le mensonge qui ne lit qu'un livre ». Parce que si vous dites dans le livre qu'Aminata Traoré, par exemple, renvoie tout à la France et rend la France coupable de tous les malheurs de l'Afrique, évidemment, celui qui n'amorce pas l'analyse de la démarche d'Aminata Traoré va être convaincu de ce qu'il vient de lire. Pourtant, factuellement, Aminata Traoré, elle énonce ce que le livre n'énonce pas, des faits concrets. Le livre gagnerait à critiquer, vous avez évoqué tout à l'heure le contenu de la critique, que c'est ce qui vous obsède. Malheureusement, le contenu, je ne l'ai pas retrouvé. Aminata Traoré, elle évoque un exemple très simple. Elle dit « Les Français au Mali, dans le cadre de l'opération Serval, qui deviendra Barkhane courant 2013-2014, n'ont pas été appelés comme le discours dominant veut le faire croire. François Hollande avait déjà décidé d'intervenir au Mali avant même que les dirigeants maliens ne disent « venez ». Et les dirigeants maliens, aujourd'hui, vous disent qu'on avait demandé une sorte d'appui logistique, pas d'opération au sol, que la France a imposé. Ce qui m'intéresse dans le discours panafricain ou dans la critique envers la France, ou envers toute autre puissance coloniale, c'est la factualité de la critique. Est-ce que ce qu'on dit dans la critique est vrai? Si Adolf Hitler vous dit aujourd'hui que ce n'est pas bon d'être antisémite, il a raison. Même si lui-même, il est antisémite. Il a raison, ce n'est pas bon d'être antisémite. Donc la démarche première consiste à interroger déjà la factualité et la véracité de la critique, et ensuite de voir ce que font justement les auteurs de ces critiques. Je termine en disant que si Awadi, si beaucoup d'entre nous, puisque moi-même je vis en Occident, justement avons, cette approche-là envers les paradigmes coloniaux, je trouve que ça témoigne d'une grandeur d'esprit. Ça veut dire que nous ne subissons pas ce que j'appellerais la corruption gastrique. Ce n'est pas parce que je vis en France, que j'ai un emploi en France, que je paye mes impôts en France ou que je suis subventionné par la France, que je vais voir la France être autrice de, permettez-moi la comparaison, de pédophilie et dire « bravo, c'est bon d'être pédophile parce que je vis chez toi ». Même avec mon parent à la maison, je ne dis pas parce que c'est mon père, il a le droit d'assassiner les voisins ou de faire, ou de commettre des actes répréhensibles à l'extérieur. C'est aimer autrui que de lui dire là où il pêche. C'est aimer autrui que de lui dire, en assainissant le type de rapport que nous entretenons l'un envers l'autre,
on sortira tous gagnants. La question migratoire, par exemple, causerait moins de soucis à la France si, du point de vue de la coopération, il y avait un peu plus d'assainissement que le paradigme subalterne suzerain qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être que ce que Elgas reproche au discours d'opposition et aux anciennes puissances coloniales actuelles est peut-être une forme de systématisme. De voir, d'en parler et de ne parler que de ça. Justement, est-ce qu'on ne parle que de ça? Elgas dit dans son livre que les Africains essentialisent l'Occident. Est-ce que lui n'essentialise pas les Africains? S'il y a bien quelqu'un qui essentialise l'Occident, c'est l'Occident lui-même. En Allemagne, on parle de Wertegemeinschaft, la communauté des valeurs. L'Occident dit nos valeurs, nos valeurs. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron était à Dakar, dans ton pays, qui a évoqué la question de la dépénalisation, par exemple, du mariage homosexuel. Il dit nos valeurs, et ainsi de suite, nos valeurs. Pourtant, à l'intérieur même de Emmanuel Macron. Ah, pardon, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est tellement présent ces derniers jours que c'est littéralement une obsession. Il nous obsède. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il dit, voilà, pour le mariage, moi, je veux que le Sénégal amorce une ouverture sur le plan... Il n'a pas dit exactement ça, il a expliqué sa démarche. Oui, je paraphrase. Justement parce qu'en France, justement, c'est perçu, étant donné que c'est un paradigme légal et accepté par la société française, il présente cela comme des valeurs à partager. Pourtant, à l'intérieur même de la communauté européenne, la question n'est pas traitée de la même manière, de la même façon que la question démocratique n'est pas traitée de la même manière. Le système institutionnel en France n'est pas du tout le même qu'en Suisse, qui n'est pas du tout le même qu'en Espagne. Donc, l'Occident s'essentialise déjà. L'Afrique, elle, dans l'approche panafricaine, on ne peut pas, placarder comme ça sur le mur le fait que les Africains, les panafricains, renvoie tout à l'Occident. Je prends l'exemple des Camerounais. Je prends même l'exemple de ceux qui... On accuse beaucoup les Camerounais de se mêler de tout et de ne pas parler assez de leur pays. Non. Les Camerounais parlent de tous les pays, sauf que les autres pays acceptent moins quand les Camerounais critiquent leurs dirigeants. Pourtant, quand les Camerounais soutiennent leur peuple pour porter au pouvoir ce qu'eux-mêmes veulent voir à leur tête, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas systématique. Les Camerounais, comme les Africains panafricains, mettent la France sur le banc des accusés dans les domaines où elle est à mettre sur le banc des accusés en prenant des exemples concrets sur le franc CFA, sur l'économie, sur les bases militaires, etc. Et ce serait bien que le débat porte sur la véracité ou non de l'accusation et non sur le fait même d'accuser. Elgas, que réponds-tu à ton procureur? Non, c'est un procureur finalement très courtois, parce que ce que je voudrais récuser avec la dernière énergie, si mon ami Wilfried me le permet, c'est le procès en factualité. Alors pour le coup, c'est des formations professionnelles sans doute. Moi, je suis sociologue, je suis attaché aux faits. Alors dans le livre, il y a des faits, c'est-à-dire je commence le livre par une genèse du délit d'aliénation. Et je donne des exemples, je donne des faits, je donne des personnages, je cite. En fait, les pères et les grands-pères de ces gens, c'est Cheikh Anta Diop, Mango Betty. Je parle de Fanon, je parle de Mohamed Mbougar Sarr, je parle de Yambo Wologem, ainsi de suite. Je parle d'Axel Kabou, je parle de tout le tropisme afro-pessimiste, de tout le tropisme afro-optimisme. Et à chaque fois, je donne des exemples. Voilà, c'est pas un essai qui agglomère des choses comme ça, juste pour s'écouter parler. D'autant plus que moi, je suis d'une école littéraire où s'écouter parler fait partie aussi de la beauté d'un essai. La langue est quelque chose de très, très important. Mais justement, ce que je récuse, c'est qu'il n'y a pas de faits. Les faits sont là. Après, les faits, vous avez un regard peut-être évasif dessus, mais il n'y a pas de problème. Mais je reviendrai juste sur l'aspect de l'essentialisation, parce qu'après, sur le reste, vous avez beaucoup parlé de panafricanisme. Moi, j'utilise très peu le mot néo-panafricain. Il n'y en a pas dans le livre. Je ne l'utilise pas. L'histoire du panafricanisme est une histoire très très belle. Ce que je dis dans le livre, si vous l'avez lu très précisément, je dis que le panafricanisme est captif d'une certaine forme de secte, d'une culture de la radicalité, d'un désir de révolution qui ne regarde pas le continent dans sa diversité de manière tout à fait factuelle pour ce qu'elle est et qui se perd justement dans des accusations faciles qui, elles, essentialisent. Ce n'est pas moi qui essentialise. Quand on dit aujourd'hui dans la séquence actuelle, dans la séquence actuelle, que tout ce qui se passe, que les vaccins, par exemple, sont un grand complot mondial d'une certaine manière, pour imposer aux Africains une certaine mais ce ne sont pas les leaders d'opinion dont tu parles qui évoquent ce genre de choses. Oui, mais justement, c'est le brouhaha des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas uniquement le brouhaha des réseaux sociaux, non. On gagnerait peut-être à définir qui est panafricain, qui ne l'est pas, justement.
On n'a pas d'ailleurs le pouvoir de destituer le caractère de quelqu'un qui dit être panafricain. C'est ce qui rend la famille immensément vaste. C'est autodéclaratif. Et donc, il me semble que... Je donne des exemples, parce que voilà, je pense que c'est important. Il y a ça. Et quand on tombe parfois dans des théories conspirationnistes, et quand on trouve que la responsabilité unique et entière du drame de l'Afrique est forcément l'Occident, et que subordonner le devenir du continent à une entité, c'est la rendre actrice très, très passive de son histoire. Alors que toute histoire est une forme de co-construction. Et quand je fais un livre sur les bons ressentiments, il me semble important de les puiser dans la philosophie, dans l'anthropologie, dans la sociologie, dans ce qui a été écrit. Donc c'est pourquoi, quand vous me dites, il faut avoir lu tel pour comprendre, il faut pouvoir confronter, ben c'est ça le monde de l'essai. Quand on n'écrit pas sur rien, on écrit parce qu'il y a un sillage, il y a une filiation qu'on vient enrichir par une critique. Parce que sinon, ce reproche, vous pouvez le faire à tous les livres. Quand on renvoie dans un essai des références, c'est justement pour élargir le champ du débat. Et donc, mais cette critique, je la trouve finalement assez marginale. Moi, j'aurais aimé que cette essentialisation que vous sentez poindre dans mon livre, vous essayez de l'appliquer justement aux courants panafricains les plus en vogue aujourd'hui, à la pensée panafricaine aujourd'hui dans ce qu'elle produit. Essayez de voir les évolutions qu'il y a eu entre les années 50, les années 60, les années 70. Et puis, il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas que le panafricanisme soit en surplomb de manière générale, que ce soit juste uniquement une forme de culture révolutionnaire du discours qui crée plus de héros que d'exaucer d'une certaine manière. Et donc, parler de la réalité du continent. On décrypte, je crois, dans cette émission, l'Afrique. Faut décrypter l'Afrique, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire regarder aujourd'hui un pays comme le Cameroun. Voilà. Il paraît que les Camerounais, vous avez fait la boutade tout à l'heure, ne parlent pas de leur pays. Voir quels sont les problèmes intérieurs majeurs du Cameroun. À qui attribuez-vous la responsabilité? Et j'appelle pas l'étiquette politique. Lui, en tant qu'opposant camerounais, il dit qu'eux, ils accablent tous les jours que Dieu fait. Oui, je ne sais pas si je peux répondre dans la foulée ou si tu tiens le fil. Non, je voulais juste terminer sur cet aspect, c'est-à-dire faire des études, regarder factuellement tout ce qui se passe sur tous ces aspects-là, les aspects problématiques qui enferment encore le continent dans les problématiques lourdes, et voilà, et presque, je veux dire, carcérales. Ça, c'est ce qui me semble important. Et c'est ce que je fais dans mes livres de manière générale. Parce que ce livre n'est que la continuité d'un premier livre que j'ai écrit qui faisait la radioscopie des problématiques sénégalaises qui s'appelle Un Dieu et des mœurs. Donc c'est pourquoi la seule chose que je pourrais récuser, les autres critiques, elles sont tout à fait acceptables et bienvenues, c'est le procès en factualité, qui me paraît être pour le coup très très maigre. Alors Wilfried, est-ce que les accusations de traîtrise ne sont pas un verrou quand même, qui empêche des débats sereins et profonds sur les problèmes africains? C'est-à-dire que le spectre du traître, il traîne depuis des décennies, peut-être même des siècles, dans le processus discursif africain. Il y a toujours eu des gens qui ont fait des listes de traîtres. Il y a des Bongo Bechi qui étaient justement très brillants dans l'art d'anatomiser, notamment Camara Laya. Il y avait aussi Cheikh Anta Diop qui a fait un sort à Léopold Sédar Senghor. Est-ce que il n'y a pas une nuance de gris? Est-ce que tu ne sens pas quand même le poids de la peur d'être traité de traître? Alors, je vais maintenir les positions que j'avais tout à l'heure à deux niveaux. Bon, déjà pour répondre à votre question, Bongo Betti comme Cheikh Anta Diop, ils ont essayé d'opérer par une démarche scientifique, empirique, factuelle. Bongo Betti, quand il écrit en 72 Mamba sur le Cameroun, il décrit le processus de la France qui fait Mamba sur le Cameroun. C'est-à-dire, on a une idée claire des arcanes géopolitiques, géoéconomiques, enfin géostratégiques globales que la France, justement, dont la France se sert pour maintenir, justement, ses colonies d'hier, enfin, qui sont à l'époque, enfin, qui sont ses colonies, qui sont plus ses colonies, mais qui sont encore factuellement ses colonies d'hier sous son escarcelle. Cheikh Anta Diop, pour sa part, outre les grands travaux scientifiques qu'il a menés, outre la démarche et la confrontation qui s'est voulue moins idéologiques que factuelles lors du colloque du Caire avec de grandes éminences comme M. Leclan, M. Vercouter, que la France justement avait envoyé pour le débat. Cheikh Anta Diop, outre ces mécanismes, dit armez-vous de science jusqu'aux dents. C'est-à-dire, il invite les Africains à ne pas faire de l'idéologie, à ne pas détester quelqu'un pour rien, à ne pas se lever un matin et de dire je n'aime pas l'autre, mais à factualiser justement la critique, à factualiser l'approche. Donc, quand je dis je vais rester sur mes positions à deux niveaux. Permettez-moi,
je me permets, vous ne répondez pas à la question. Vous ne Oui. répondez pas à la question, c'est-à-dire sur le Moi, procès je en tout le monde et traîtrise. tout le monde se vous voit, alors que dans les faits, tout le monde se tutoie. Oui, alors Je on suis- se tutoie. je- Non, je suis en train d'y- je suis en- le je suis en procès train le d'y procès en arriver. traîtrise. Je serais intervenu dessus s'il ne m'avait pas relancé sur une autre question. Il fallait déjà que je ferme la parenthèse. Maintenant, quand j'ai dit sur 2 niveaux, c'est que le premier niveau, je le répète justement, le procès en traîtrise n'est pas systématique. Vous n'arrivez pas en Afrique et vous voyez que l'obsession des Africains, quand ils veulent résoudre leurs problèmes, c'est la recherche des traîtres. Il y en a qui le font. Mais moi, au Cameroun, moi et les milliers de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous avons un projet politique. Dans le premier volet de notre projet politique, c'est par exemple le volet chantier, le chantier politique et institutions. Nous disons, il n'est pas bon que le président de la République soit en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça subordonne l'appareil judiciaire à l'appareil exécutif, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, on essaie de remédier à ça. Et ainsi de suite. Il n'y a à aucun moment écrit, premier volet, chasser la France, dit non à la France et débusquer les traîtres. Projet du MRC. Et maintenant, non, je dis, quand je parle du projet du MRC, je prends un exemple, justement. Non, on parle de la sphère intellectuelle et de l'anathémisation. Et vous Non. me parlez du procès Oui, du projet du MRC. Parce qu'à l'intérieur d'un parti politique, il y a tous ces organes là qu'on mentionnait, les intellectuels, et justement, je me veux factuel dans mon argumentaire. J'ai dit que votre livre péchait par le fait qu'il affirme, mais il ne prouve pas qu'il a raison. Je n'ai pas dit qu'on a besoin de lire d'autres livres pour comprendre le vôtre. Non, on a besoin de lire d'autres livres pour savoir si votre livre a raison ou non. Parce que le livre affirme, mais le livre devrait, après y avoir affirmé, satisfaire déjà le lecteur. En gros, il n'y a pas beaucoup de paroles entre guillemets, quoi. Oui, par exemple, il y a à la page 26, vous parlez de M. Ballandier, que vous citez énormément, qui revient sur la présentation de la thèse de Cheikh Anta Diop. Vous reprenez Ballandier sur 23 lignes, je les ai comptées à la page 26, et nulle part il n'évoque ce que Cheikh Anta Diop a dit et ce qui serait faux. Il évoque plutôt le cadre, justement, de la présentation de la thèse. On va pas entrer dans le débat sur ce qui est intéressant sur les thèses de... Non, quand on cite un auteur, c'est un appui d'un propos. Oui, je veux dire... Je n'étais pas en train de faire On peut avancer l'exégèse. dans le débat. Oui, ce qui serait intéressant, je trouve qu'on est en train d'avancer, ce qui serait intéressant, c'est, après y avoir affirmé que Cheikh Anta Diop, placarde justement l'Occident comme le coupable de tous nos malheurs, Mais qui a dit ça? Vous sous-entendez que les panafricanistes radicaux, Cheikh Anta Diop, les africanistes radicaux, Tu Cheikh Anta Diop, opposes Mongo Cheikh Betty, Anta Diop et Senghor. Oui, non, Cheikh mais Anta Diop, Mongo Betty. je dis la genèse de l'accusation. Non, c'est très grave, parce que dire, par exemple, que j'ai dit dans mon livre que Cheikh Anta Diop accuse l'Occident de tous les maux de l'Afrique, c'est pas... Non, mais vous le faites sur... Le grand-père de ceux d'aujourd'hui, en gros. Ça, c'est très important. Vous le faites d'ailleurs également sur François-Xavier Verschave, sur Aminata Traoré. Oui, la France-Afrique, ils accusent la France-Afrique de tous les... Non, mais Oui, pour plus de c'était factualité, vous avez cité les 23 lignes. Moi, je vais en citer une. Je parle du délit et de la genèse du délit d'aliénation au début. Et je dis comment on a porté l'accusation de traîtrise au début. Après, je dis comment l'œuvre très belle de Cheikh Anta Diop a été captée, dévoyée par des sectaires. Voilà ce que le livre dit. Le livre dit également, je reviens dessus, le livre, parce que c'est écrit, c'est-à-dire j'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à lire le livre. Le livre dit également, et j'insiste, je persiste et signe, que ces grands auteurs, ces grands penseurs africains, vous êtes même allé sur Pierre Péan, François-Xavier Verschave, Aminata Traoré, de grandes éminences intellectuelles et politiques occidentales et Afrique, où vous... Ça ne vous aide pas beaucoup plus d'intelligibilité parce que Non, mais en fait, justement, je voulais qu'on entre un peu dans les choses plus pratiques et plus compréhensibles pour... Non, c'est mon argumentaire. Il serait intéressant que je le mène à terme. C'est parce que je sais ce que je suis. Mais il nous reste très peu de temps et je voulais qu'on évoque des choses plus contemporaines. Par exemple, le regard que vous portez sur les traditions politiques de cette radicalité africaine, si on considère que le nouveau pouvoir sénégalais, par exemple, et les dirigeants de l'AES sont les fruits politiques de cette radicalité qui semble problématique à Elgas. Quel est le regard que tu portes sur Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ou bien sur les dirigeants de l'AES? Est-ce qu'ils sont la traduction politique pure et parfaite du mouvement qui est en cours et dont tu déplores les dérives supposées? Il me semble très très difficile de les comparer parce que les dynamiques politiques dans les pays concernés ne sont pas les mêmes. Mais ils se sont drapés du même manteau. Ils se sont même drapés, mais enfin, c'était des stratégies parfois électorales qui ont été parfois rémisées pour certains, adoucies. Donc voilà, la dynamique de la quête de pouvoir et la dynamique de son exercice, c'est pas tout à fait la même chose. Donc qu'il y ait des communautés en termes d'élan, parce qu'il y a un vent dit de révolution conservatrice qui souffle fort dans le monde, on peut l'admettre.
considère que ces deux processus politiques relèvent d'une révolution conservatrice. Tout à fait. C'est pas progressiste. Non, c'est pas progressiste du tout. Quand on regarde les marqueurs du progressisme avec des standards, même s'il y a un ancrage occidental avec des standards que l'on peut observer dans le monde, on ne peut pas dire que dans ces pays il y a un progressisme. On peut pas le dire. On peut prendre un marqueur, par exemple, sur la place. La révolution conservatrice veut conserver l'ordre existant. Alors, non, c'est le néocolonialisme. Il y a toute une tradition en sciences politiques de révolution conservatrice. C'est pas conserver le pouvoir tel qu'il est. C'est sur les valeurs. C'est sur les valeurs et les discours. Et il me semble très, très important. Vous savez, les pays de l'AES, il y a eu tout un vent polémique qui me semble assez incompréhensiblement paniqué. Il y a 17 coups d'État dans l'histoire de ces trois pays. La modalité de transmission du pouvoir la plus traditionnelle, c'est plutôt le coup d'État. Les parenthèses démocratiques... Donc c'est du business as usual en ce moment. Non, c'est pas une question de business as usual, parce que si on prend le temps de l'expliquer de manière générale, il faut comprendre les dynamiques d'échec, de corruption, de gouvernement justement contesté, ce qui relève par exemple d'un vent mondial, ce qui relève aussi d'une contestation, d'une rhétorique anti-française. Je préfère ce terme au terme sentiment anti-français que je trouve foutraque et parfaitement inopportun pour décrire la situation. Et donc, il faut pouvoir avoir une focale très très large et voir l'ensemble des éléments qui conduisent à ce genre de régime. Il y a des éléments historiques, il y a des éléments qui procèdent aussi justement de décolonisation tout à fait Alors, inaboutie. quel est le regard que tu portes dessus ? Moi, le regard que je porte dessus est un regard finalement très décalé. J'observe ce qui se passe. Il y a une lame de fond qui travaille les sociétés africaines. C'est un mécanisme positif, négatif ? Globalement. Je ne pense pas que ça se pose en des termes comme ça. Non, mais globalement, s'il faut juger. Mais globalement, moi, je suis ravi de ce qui s'est passé au Sénégal. Et je pense que c'est une révolution. Au Mali, Burkina Faso. Au Mali, au Burkina Faso, je déplore d'ailleurs. Je déplore qu'il n'y ait pas eu une force intellectuelle beaucoup plus affirmée et des partis politiques beaucoup plus affirmés pour justement contester ce vent antidémocratique putschiste avec son mythe du despote tropical éclairé dont on a soupé en Afrique. Non, je ne pense pas que ce soit de bonnes nouvelles. Deux expériences différentes. Moi, je trouve que l'expérience sénégalaise, et je dis sans aucune forme de chauvinisme, est une expérience qui est pleine d'espoir. Sur les valeurs, je peux avoir parfaitement des divergences, mais je salue cette transition. Alors, les coups d'État, la réalité économique et sociale des pays ne semblent pas me donner tort. Et Wilfried, pour conclure, quel est le regard que tu portes là-dessus et en quoi, justement, le livre de Elgas vous sépare au sujet de l'analyse pratique de ce qui se passe au Sahel et au Sénégal? Le cas Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko prouve précisément que le retour en soi, le retour sur soi n'est pas la haine de l'autre. Ousmane Sonko l'a précisé. L'Afrique d'abord, je ne dis pas non. Je ne dis pas non aux autres. Je dis oui à l'Afrique. Et c'est cette dynamique-là que le Sénégal... Macky Sall a dit pareil, Abdoulaye Wade a dit pareil, tous les présidents africains ont dit pareil. Oui, pareil. mais c'est bien de le dire, plutôt que de dire... Et Abdoulaye Wade n'a pas brillé par son animosité envers la France, Macky Sall non plus. C'est-à-dire, justement, cette idée-là de se dire « je vais mettre l'Afrique en avant » ne renvoie en rien à la conclusion selon laquelle on aurait de l'aversion envers l'autre. C'est pour ça donc, que... Et au Sahel ? Et au Sahel, je suis tout à fait favorable à la dynamique du Sahel parce que le carcan démocratique, la démocratie, c'est un concept très malléable. C'est comme si je vous parlais ici de la couronne suédoise ou de la couronne danoise. Ils ne sont pas élus. Ou que je vous disais qu'Emmanuel Macron a paradoxalement consacré, mais comparaison n'est pas raison. Au Tchad. Oui, comparaison n'est pas raison, mais justement, c'est à l'Afrique de trouver la voie qui lui sied. Si aujourd'hui les peuples africains sont favorables à M. Assimi Goïta, à M. Ibrahim Traoré... Comment on le mesure ? Comment on mesure qu'ils ne le sont pas? La question se pose dans les deux sens. Ou comment on mesure que dans les pays démocratiques, les peuples acceptent justement... Il y a des indicateurs en termes de social, en termes d'économie, en termes de perspective, en termes de stabilité. Mais de la même Quels sont les repères aujourd'hui dans les pays de l'AES? Aujourd'hui, les repères, l'observation factuelle est que les citoyens et les populations de ces pays-là sont hostiles envers ceux qui veulent justement les enfermer dans le carcan de l'obsession démocratique. Parce qu'il y a une liesse et donc ils seraient dépositaires d'une forme de majorité populaire. C'est déjà un bon début. La liesse, c'est déjà un Mais le fait aussi que les pouvoirs élus à 70% soient balayés dans les cris de joie de ceux qui ont prétendument élu ces gens-là montre que la question démocratique se pose avec acuité en Afrique. Mais la question démocratique, et c'est pourquoi d'ailleurs je trouve assez malvenu de parler de malléabilité d'un concept. La démocratie a son histoire, il faut essayer de travailler, c'est pas un acquis, il faut essayer de la consolider. Donc ce n'est pas un acquis. Ne pas poser le préalable de sa En France, vous avez je sais pas, le politicien, la référence politique en France. Vous citez beaucoup la France. Non, mais justement parce que
dans le livre. Je pensais principalement que nous discuterions à la lumière du livre d'Elga. C'est pour ça, je ne sors pas du carcan je sors pas quelque chose qui émanerait de mon fantasme propre. À la lumière du livre, vous avez beaucoup analysé la démarche des Africains. Sous le prisme de leurs affinités avec la France. C'était le thème, c'était le malaise post-colonial. C'est pour ça que je parle de la France. Et le mot de la fin, Wilfried. Oui, je dis en France, le politique phare, le politique de référence, c'est le général de Gaulle, qui n'est pas le premier démocrate venu. De la même manière, pour les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, il faut accepter qu'on soit français ou africain pro-démocratie élective. Il faut souffrir que ces peuples-là se satisfont, du moins pour l'instant, du type de gouvernance qui est à leur tête actuellement. Parce que factuellement, certaines de leurs réalisations tendent plus à espérer un début d'indépendance et d'émancipation factuelle que les démocrates que nous adoubons sur le seul volet du principe. Ça me semble tout à fait discutable. Et on continuera cette discussion. J'espère qu'on aura d'autres débats comme ça. Merci à vous, Elga et Wilfried, et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.